Merci Alexandre. Merci Alexandre, c'est une bonne remarque. Voilà, donc effectivement, hein, aujourd'hui je vais vous raconter quelques petites choses sur la Lune et puis je voulais vous reparler un petit peu surtout de l'histoire de la Lune. Euh, quand vous allez rencontrer le public, hein, vous allez voir que une grande majorité des gens ont quelques notions, mais finalement vous allez quand même être surpris quand même que les notions sont souvent beaucoup de choses fausses, hein. Euh, je vous ai mis évidemment cette première partie, cette première image du premier homme sur la Lune, enfin qui d'ailleurs c'est qui n'est pas le premier là sur cette image, mais en tout cas des premiers pas sur la Lune le 21 juillet 69. C'est vrai que vous savez très bien qu'en ce moment avec tout ce qui est fake news, etc., on a vite les questions de est-ce qu'on a vraiment marché sur la Lune. Donc on pourra y répondre tout à l'heure dans les questions, hein, mais bien sûr on a marché sur la Lune. Pareil, hein, le genre de question qu'on a souvent, c'est combien d'hommes ont marché sur la Lune? Donc, voilà, 12 hommes, effectivement, ont marché sur la Lune entre 1969 et 1972. Et depuis, effectivement, on n'y est pas retourné. C'était un peu, effectivement, aussi ce qu'il y avait un peu derrière On the Moon Again. C'est-à-dire que vous savez très bien qu'en ce moment, nous avons voilà, le retour, entre guillemets, de prévu avec les missions Artemis, les missions américaines, aussi les Chinois d'un autre côté. Donc, il se passe beaucoup de choses sur la Lune. Bon, avec tout ce qui se passe actuellement aux États-Unis, tout ça va peut-être prendre un peu de retard, mais en tout cas, en dehors de l'exploration spatiale, c'est quand même le bon moment, tout simplement, de s'extasier devant la Lune et de profiter. Alors effectivement, hein, sur vendredi, samedi, là je vous ai mis juste une carte Stellarium ça c'est la situation du samedi vers 21h30, 22h je crois. Donc la Lune hein, sera pas très haute, elle sera selon la latitude du lieu à 25-30 degrés hein, au-dessus de l'horizon sud, voilà, après le coucher du soleil. Voilà, faites attention d'essayer de regarder bien ça, pour d'avoir un horizon sud à peu près dégagé, que vous n'ayez pas un bâtiment voilà, qui vous prend 45 degrés de hauteur. Donc essayez de vous installer dans un endroit assez dégagé parce qu'effectivement, vous pouvez être gêné un petit peu par quelques bâtiments. Voilà, donc en tout cas, la Lune sera là. Vous avez tous normalement reçu le flyers. Si vous l'avez pas reçu, hein, soit le paquet s'est perdu, soit soit il y a eu un petit problème d'envoi. En tout cas, il est accessible hein, sur le site onthemoonagain.org, donc vous pouvez aller le télécharger. Donc effectivement, hein, cette année, vous avez vu, on a un flyers lune et un flyers soleil, donc voilà, c'est deux en un. Voilà, vous aurez un petit peu d'informations. On a sur le QR code, là, on est en train de finaliser la page web, donc il y aura aussi des petites informations que vous pouvez avoir. Et donc, vous avez vu que le 6, 7, 8, on sera plutôt sur une lune gibbeuse, hein. Donc un petit peu différente des autres années où on était un peu plus proche du premier quartier, avec pas mal de formations à regarder, avec notamment là, Cassindi au Terminateur, la mer des humeurs, Mersenne, là, qui sont des très jolies formations à regarder au télescope. Voilà, donc n'hésitez pas, moi c'est pour ça que je vais vous raconter je vais vous parler un peu de géologie lunaire ce soir pour essayer de pouvoir raconter ce que vous voyez sur cette carte. Vous voyez que sur cette carte en jaune sont inscrits les mers, les océans, ça on va reparler un petit peu de la nature de ces étendues. Vous avez aussi tous les terrains cratérisés dont on va évidemment reparler. Et donc voilà, donc ce soir je vais vous parler un petit peu de géologie lunaire pour que vous puissiez quelques éléments à raconter au public que vous allez rencontrer. Euh, une chose est sûre, hein, c'est aussi, je sais que normalement, alors certains d'entre vous ont reçu de la poussière lunaire aussi sur le support lunaire. D'autres, normalement, l'ont reçu l'année dernière. Donc, ce que j'ai essayé de faire, je dis bien ce que j'ai essayé de faire, ce qui n'est pas forcément simple, c'est que tous les participants qui l'avaient reçu l'année dernière, je ne leur ai pas renvoyé et j'en ai refait 150 pour les nouveaux participants de cette année. Donc, normalement, vous devez avoir votre soutien de l'année dernière ou les nouveaux inscrits ont reçu cette année. Mais c'est jonglé un peu avec tout le monde et c'est pas forcément très simple. Donc, il n'est pas impossible que certains y aient eu quelques petits hicks.
Cette poussière lunaire, on va en parler aussi, hein. Bon, évidemment, hein, la poussière que vous avez reçue, c'est de la poussière qui est issue de coupes de météorites lunaires, hein. On travaille avec notamment Luc Laben, qui est spécialisé des météorites lunaires. Et ce que la poussière lunaire que vous avez sont issues de météorites lunaires. Les météorites lunaires ne sont pas évidemment des morceaux des missions Apollo, hein, qui ont été ramenés par les missions Apollo. Ce sont des roches de la Lune qui ont été éjectées lors d'impact. Donc vous avez eu un impact sur la Lune et cette roche a été éjectée sur Terre et ces météorites après sont retrouvées à la surface de la Terre. Donc on va en reparler aussi comment on les reconnaît. Mais voilà. Et donc Luc Laben, quand il fait des tranches de Lune, eh ben, il a de la poussière. Et donc on a récupéré la poussière pour faire tous les supports que vous avez reçus. Et donc vous pouvez voilà, toucher la poussière lunaire qui est un peu l'équivalent du régolithe lunaire. Et ça, on en reparlera effectivement trop tard. Alors Ludovic, dommage, je me suis inscrit trop tard, pas de flyers ni de poussière. C'est pas grave, on va dire que cette année, voilà, tu es un petit peu en mode installation. L'année prochaine, on essayera de renvoyer de la poussière lunaire. Donc, il faut pas être triste et tout va bien se passer. En tout cas, il y a tous les supports que tu peux utiliser. Voilà, donc de ce point de vue-là. Donc aujourd'hui, hein, raconter en fait quand même, ça c'est quelque chose qui est important. Alors évidemment, je presse pour ma paroisse parce que j'adore les impacts, mais quand même, la Lune est le meilleur laboratoire pour comprendre les impacts d'astéroïdes à la surface de corps planétaires. Je veux dire, aujourd'hui, on a voilà, quand même un petit corps, une petite planète suspendue au-dessus de notre tête, et avec n'importe quel télescope, on peut regarder les cratères d'impact. Et donc, le public doit comprendre quand même que la Lune, c'est une histoire d'impact. On va voir pour la formation, on va voir sur la surface, mais c'est un véritable laboratoire, hein, pour comprendre la cratérisation. Pourquoi, hein? Tout simplement parce que la cratérisation, c'est le processus géologique qui est présent sur tous les corps planétaires, que ce soit Mercure, Vénus, la planète Mars, les satellites glacés, tous les satellites, les planètes naines, etc. Toutes les surfaces, en fait, ont été pulvérisées, cratérisées. Et donc, bah voilà, le meilleur endroit finalement pour observer les cratères et pour initier le grand public, bah, c'est la Lune. Alors évidemment, souvent on nous demande, mais la Lune, qu'est-ce que c'est et d'où elle vient? Et en fait, bah, cette vidéo, photo, l'illustration montre bien, hein, c'est qu'effectivement, la Terre et la Lune sont le résultat d'une collision. On va en reparler, hein, mais c'est vrai que l'origine de la Lune passionne. Souvent c'est très rigolo, on dit souvent la Terre est née il y a 4,56 milliards d'années. Vous savez, on parle de l'âge du système solaire. Le système solaire a commencé à 4,56 milliards d'années et la Terre a commencé à se former à 4,56 milliards d'années. Mais en fait, notre Terre, en tant que telle, telle qu'on la connaît, elle s'est formée, elle a fini de se former bien plus tard, plutôt autour de 4,4, 4,45 milliards d'années. Ça, c'est un point important, c'est-à-dire que entre le début de l'accrétion, au début où le système solaire, il y avait une nébuleuse avec des poussières qui tournaient autour de notre proto-étoile jusqu'à la Terre, il a fallu quasiment 100 millions d'années, voire plus, parce que, premièrement, hein, il faut quand même vous rappeler que on a la création des premières planètes, donc on a la création de la protoplanète Terre, qui doit se finir autour de 4,5 milliards d'années. Mais la Lune, par la suite, va se former suite à un deuxième impact, et en fait, tout ça va être remis à zéro. C'est-à-dire que notre Terre à nous, elle est née bien plus tard que même la planète Mars en tant que telle. Mars était déjà formée alors que la Terre était remise à zéro suite à l'impact avec cette petite planète qu'on appelle Théia. On va en reparler. Mais ce que je voulais garder à l'esprit, hein, c'est que voilà, l'histoire de la Terre et la Lune sont intimement liées, et effectivement, la Terre est née, hein, vraiment autour de 4,45 milliards d'années, comme la Lune. Alors justement, l'origine de la Lune, hein, ça a fait couler beaucoup d'encre pendant longtemps. On ne savait pas exactement d'où venait la Lune. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit, c'est qu'il y avait beaucoup d'hypothèses sur ce couple Terre-Lune. On le voit, premièrement, ça c'est quelque chose d'important à dire au public, c'est que la Terre est la seule planète du système solaire à avoir un aussi gros satellite par rapport à sa taille. Mercure, Vénus n'ont pas de satellite, Mars a deux satellites mais tout petits. Et puis, pour trouver des satellites aussi gros que la Lune, bah, il faut aller autour de Jupiter, Saturne, qui elles sont beaucoup plus grosses. Donc on a un côté unique quand même. Et ça, je ne sais pas si c'est unique dans le système solaire ou même bien plus loin dans d'autres systèmes stellaires.
Mais la Terre a cette particularité, c'est la Lune. Et c'est vrai que cette Lune, on pourra en parler plus longtemps après, mais cette lune, on le sait, a eu un effet stabilisateur sur la Terre. Vous le savez, hein, la Terre tourne sur un axe qui est incliné de 23 degrés 26 minutes. Eh bien, la Lune, parce que la Lune est là, eh bien, la Lune a eu tendance à stabiliser les mouvements orbitaux de cette orbite. La Lune ne serait pas là, la Terre serait certainement complètement différente. On le voit sur Mars, hein, l'obliquité de Mars vraiment fait du yo-yo, et donc on a une planète Mars qui est beaucoup plus instable que la planète Terre. Donc ça, c'est un autre point que vous pouvez dire au public, c'est que la Lune, grâce à la Lune, eh bien, on a eu une certaine stabilité et peut-être qu'on pourrait aller plus loin en disant que l'évolution du vivant est peut-être intimement liée à justement cette stabilité créée par la Lune. Donc ça, c'est pas stupide de se dire ça et c'est vrai que c'est quand même important de se dire que grâce à la Lune, bah, le vivant a peut-être pu évoluer d'une certaine manière. En tout cas, cette évolution, il y a une chose qui est très importante à garder à l'esprit. Vous allez voir hein, pendant la présentation, il y a des choses que vous n'allez pas forcément raconter au public. Mais pour votre culture générale, je pense que c'est bien parce que ça vous fait mûrir un petit peu tout ça. Il y a une chose que vous devez garder à l'esprit, hein, c'est que le plan de l'orbite lunaire est incliné de plus de 18 degrés par rapport à l'équateur de la Terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune ne tourne pas dans le plan de l'équateur. Ça, c'est important. C'est-à-dire, si vous regardez Jupiter, bah, les satellites de Jupiter tournent dans le plan de l'équateur de Jupiter. Eh ben non, la Terre, la Lune ne tourne pas dans ce plan de l'équateur. Et donc effectivement, c'est une particularité du couple Terre-Lune. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Euh, Autre chose qui est important aujourd'hui, c'est que la Lune est aussi un autre corps du système solaire. Aujourd'hui, il y a Mars, mais pour lequel on arrive à avoir on a eu des informations de l'intérieur de la Lune. Vous le savez qu'entre 1969 et 1977, eh bien, il y a eu des sismomètres qui ont été installés lors des missions Apollo et qui ont fonctionné jusqu'en 1977. Et ça a été, c'était quand même une grande première. Pour la première fois, on est allé écouter les tremblements de lune. Et donc, on a effectivement eu beaucoup de ces moonquakes qui ont été enregistrés et qui ont permis d'étudier la structure interne de la Lune. Alors, la Lune, pourquoi je vous dis ça aussi? Parce que vous le voyez, la Lune a un tout petit noyau par rapport à sa taille. Vous voyez que le volume du noyau de la Lune, c'est à peu près 1% par rapport au volume total de la Lune. 1%, eh ben, si on compare à la Terre, vous voyez que le volume du noyau de la Terre, c'est 15%. Donc la Lune a un tout petit noyau par rapport à celui de la Terre. Et vous allez pareil comprendre pourquoi c'est important. Ensuite, ça c'est lié aussi notamment aux météorites, hein, les météorites lunaires, comment on fait pour les reconnaître? Eh bien en fait, elles ont des cartes d'identité chimiques. Il y a plein d'éléments je ne vais pas rentrer dans le détail, mais chaque roche va avoir une carte d'identité chimique. Et donc il y a certaines roches qui vont avoir certaines caractéristiques que les roches qui ont été ramenées par les missions Apollo. Vous savez que ça c'est important, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire, hein, c'est que les missions Apollo ont ramené près de 400 kilos de roches sur Terre. Et donc, ces roches des missions Apollo ont été étudiées, analysées sous toutes les coutures les géochimistes pour pouvoir vraiment comprendre la nature de ces roches lunaires. Et donc, évidemment, quand on trouve une météorite, eh ben, il nous est aisé de les comparer avec les roches qui ont été ramenées des missions Apollo. Il y a une chose qui est extrêmement intéressante, et ça, ça a été quand même une grande surprise, je vous parlais de carte d'identité chimique. En fait, quand on trouve une météorite, eh bien, on aime bien étudier ce qu'on appelle les isotopes de l'oxygène. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous savez que l'oxygène peut-être est sous trois formes. L'oxygène 16, 17 et 18. En fait, qu'est-ce qui varie? C'est seulement le nombre de neutrons. On a un nombre de protons qui est identique, qui est 8, et on peut avoir 8, 9 ou 10 neutrons. Ça reste de l'oxygène, mais donc on a des isotopes, oxygène 16, 17 et 18. Et si on regarde les ratios de ces oxygènes, eh bien, si on, vont va- elles- en fait, ce ratio va varier d'une planète à une autre. Un truc qui est très surprenant, c'est que si on prend toutes les roches de la Terre, eh bien, toutes les roches de la Terre vont s'aligner sur cette ligne au bleu. C'est-à-dire que vous ramassez n'importe quelle roche de la Terre, elles vont avoir le même
le même ratio d'oxygène, des différents types d'oxygène. Si vous ramenez un morceau de chondrite, une météorite ordinaire, eh bien vous allez voir, ces ratios vont être un petit peu différents les uns des autres. Si vous ramenez un morceau de Mars, eh bien ce ratio, vous voyez, il est différent de la droite de fractionnement terrestre. Pareil pour les météorites originaires de Vesta. Vous voyez, donc chaque roche, normalement, a une signature différente. Et surprise aux grandes surprises, c'est quand vous ramenez un morceau de Lune, eh bien les échantillons de Lune s'alignent sur la droite de fractionnement terrestre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les roches lunaires ont bizarrement la même signature chimique que les roches de la Terre. Et ça, vous allez voir aussi pourquoi c'est important. Donc voilà quelques particularités. Et donc en fait, les chercheurs, quand ils se sont demandé comment on trouve finalement l'origine de la Lune, eh bien comment faire naître la Lune, il faut imaginer finalement un scénario qui explique qualitativement et quantitativement toutes les données observationnelles, dont l'orbite en dehors du plan équatorial de la Terre, la densité plus faible que la Terre avec un plus petit noyau, hein, parce que donc qui dit plus petit noyau dit une densité plus faible, et des fortes similitudes isotopiques avec la Terre. Voilà. Donc vous voyez que ça, c'est extrêmement important, ces différentes caractéristiques. Et c'est à partir de ces caractéristiques qu'on va essayer de comprendre l'origine de la Lune. Alors, dans les années 60, hein, certains pensaient que la Lune était en fait issue de la fission avec la Terre. Et donc, en fait, la Terre tournait au moment où il y avait un océan magmatique, hein, après l'accrétion. La Terre tournait et à un moment donné, la Lune s'est séparée de la Terre. Si ça avait été le cas, eh bien la Lune serait dans le plan équatorial de la Terre. Donc ce scénario, il a été invalidé par la suite en montrant bien que bah, voilà, la Lune ne tournait pas dans le plan équatorial. J'espère que vous avez compris, hein. Si on te fait tourner, bah, voilà, la force va faire sortir cette Lune. Et donc là, c'est pas le cas. Autre chose, ce qu'on disait un peu plus tard, dans les années 70-80, on se disait, oh bah en fait, au moment de la formation du système solaire, au moment où tous les planétésimaux se rendent dedans pour former les planètes de plus en plus grosses, bah en fait, il suffisait que au même endroit, on ait des noyaux qui ont formé d'un côté la Lune et d'un autre côté la Terre. Si ça avait été le cas, imaginez-vous, vous avez au même endroit la même matière, la même quantité de tous les éléments. Bah, ça voudrait dire qu'on devrait avoir la même quantité de fer relativement par rapport au reste de la planète. Ça voudrait dire que normalement, on devrait avoir un noyau en volume qui serait identique entre la Lune et la Terre. Or, je vous l'ai montré, finalement, là-dedans, on a très peu de fer dans la Lune. Et donc, effectivement, il s'est passé quelque chose qui fait que la densité de la Lune est beaucoup plus faible que celle de la Terre. Et donc, cette coaccrétion avec la Terre n'explique pas la très faible quantité de fer qu'on observe dans la Lune. D'accord? Autre point, ça c'était aussi une des hypothèses, on se disait, ah bah en fait la Lune c'est très simple, c'était une petite planète qui s'était formée ailleurs, et à un moment donné, elle a été attirée par la Terre, elle s'est mise en orbite autour de la Terre, grâce à la limite de Roche, en fait la Lune s'était complètement fragmentée, puis après elle s'est reconstituée, et donc ça voulait dire quoi? Ça voudrait dire que la Lune s'était formée à un autre endroit que celui de la Terre. Or, je vous ai montré tout à l'heure que les deux corps, la Terre et la Lune, avaient des similitudes isotopiques. Ça veut dire que elle s'est formée quasiment du même matériel. Ça veut dire que l'origine de la Terre et de la Lune sont intimement liées. Donc, ce n'est pas une capture gravitationnelle. Donc, vous avez compris qu'il faut trouver un scénario. Ça, c'est pour ça que j'insistais sur la similitude isotopique, hein, sur cette similitude de composition chimique. C'est que, eh bien, les deux corps sont intimement liés au moment de la formation. Et donc, effectivement, est arrivée l'hypothèse de l'impact géant, notamment par Bill Hartmann, hein, qui, vous le voyez, lui, il est astronome et il est peintre. Et donc, il a fait cette illustration. Et donc, ça a été le premier à proposer cette théorie de l'impact géant. De quoi il s'agit? Bah, imaginez-vous, il y a 4,5 milliards d'années, notre planète Terre, notre proto-planète Terre venait de finir de se former à peu près. Et puis, le système solaire était encore pas très bien rangé, et donc il y a eu une petite planète de la taille de Mars qui est venue rentrer en collision avec notre protoplanète Terre.
Et de cette collision est arrivé évidemment un événement cataclysmique, hein. Certains l'ont modélisé. Là, je vais vous le montrer sur la vidéo suivante. Voilà, il y aurait eu un impact géant. De cette collision, évidemment, quand vous avez l'impact d'une petite planète Mars avec une protoplanète Terre, il faut garder à l'esprit que les deux planètes vont complètement rentrer en fusion. Et donc, en fait, vous allez avoir voilà, des océans de magma qui vont être éjectés. Et qu'est-ce qui va se passer? Bah, imaginez-vous, on a deux boules de liquide en fusion. Il va y avoir des liquides qui vont avoir différentes densités, donc il va y en avoir des plus lourds que d'autres. Il va y avoir des transferts de matière du corps fondu à la Terre qui va attirer plus. Et donc, en fait, voilà d'où vient le fer. C'est-à-dire que le fer, il y a eu un transfert de fer du corps initial à la protoplanète Terre. Notre Terre, à nous, s'est enrichie du fer de l'objet Theia. D'accord? C'est-à-dire que Theia avait sa propre fer et certainement en avait plus. Et parce que la Terre était plus grosse, eh bien, il y a eu un transfert de fer qui est allé vers l'objet le plus important. Donc, et donc, il y a eu toute cette matière en fait qui s'est mélangée. Et ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les deux corps se sont complètement mélangés et c'est ce qui explique en fait la similitude isotopique, hein. Le... Excusez-moi, j'ai un message qui... Hop là, voilà. Et donc, voilà, qui explique un petit peu cette similitude. Donc, en tout cas, si vous devez raconter quelque chose au public, racontez-leur cette histoire de collision, racontez-leur que voilà, on avait ces deux corps qui se sont rencontrés et qui a fait ce mélange entre les deux corps impacteurs, et c'est pour ça que la Lune et la Terre sont intimement liées. Alors, je vous raconte ça comme si c'était qu'on y était. Ça reste une hypothèse qui est largement acceptée aujourd'hui par la communauté. Voilà, c'est une hypothèse probable, Michel. Aujourd'hui, on sait qu'il y a encore des choses qu'on n'explique pas. Et donc, on essaye de perfectionner cette théorie, mais tout ne colle pas parfaitement. Donc, pour l'instant, c'est ce qu'on a de mieux. Et donc, voilà, certains chercheurs, collègues, essayent d'expliquer d'autres théories, mais pour l'instant, c'est celle qui marche le mieux. Jérôme nous demande en combien de temps la Lune s'est-elle reformée? C'est une bonne question. On n'a pas vraiment de timing. Si vous voulez, l'accrétion d'un corps planétaire, euh, l'accrétion des planètes de manière générale, c'est quelques dizaines de millions d'années. Là, on peut penser que la matière, toute la matière était là, donc c'est peut-être allé plus rapidement, mais je pense que voilà, maximum quelques millions d'années, c'est assez long. Qu'est-ce qui ne colle pas avec cette hypothèse? Eh ben, en fait, il y a quelques des enrichissements en certains éléments qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire que voilà, on a quelques anomalies en fait de plus ou moins d'éléments dans cette théorie, notamment selon l'impact, comment on a fondu, comment la dynamique de tout ça n'explique pas exactement toutes les observations qui ont été faites, sachant quand même qu'il faut être réaliste, hein. On a certes 400 kilos de roche de la Lune, mais on n'a que 400 kilos de roche de la Lune. C'est-à-dire qu'il suffira qu'on ramène un morceau de Lune d'un autre endroit pour que ça pose davantage de problèmes. Donc vous voyez que voilà, c'est toujours problématique. Guillaume, les illustrations vidéo sont disponibles. Alors j'essaierai de vous mettre le PowerPoint. Il est assez lourd. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vous mettrai peut-être un lien WeTransfer accessible pendant une semaine. Et voilà. Simone, a-t-on des échantillons de roches de Vesta et de Mars? Non, comment on peut parler de leur composition? Alors, Mars, bien sûr qu'on a des échantillons. Je vous rappelle qu'on a envoyé quand même pas mal de robots. Donc, les robots, depuis 1975-76, ont mesuré la composition des roches de Mars. On a même la composition, on a retrouvé dans les météorites martiennes des bulles de gaz qui ont exactement la même composition que l'atmosphère martienne. Et aujourd'hui, même les roches, hein, je vous parlais des isotopes de l'oxygène, on a cette similitude, etc. Donc sur Mars, on n'a pas de problème. Sur Vesta, c'est un peu plus compliqué. Vesta, on a notamment les spectres. Voilà, on arrive à voir les similitudes spectrales entre Vesta et les météorites qu'on appelle les HED, Howard Euclid Diogénite. Et donc, on a quand même donc on n'a pas de morceau de Vesta direct, mais on a quand même des bonnes similarités entre le spectre qu'on observe et Vesta.
Alors sur la Lune, je vous disais, hein, la Lune, voilà, un petit panorama de toutes les lunes du système solaire. Vous le voyez, hein, la Terre a ce caractère unique qui est effectivement c'est un énorme satellite par rapport en fait aux autres satellites, hein. Donc c'est effectivement quelque chose d'assez remarquable. Euh, Ce qu'il faut que vous gardiez à l'esprit, hein, c'est que donc une fois que la Lune et la Terre sont formées par impact, et ben, en fait, vous allez avoir pendant un long moment sur la Lune eh bien, une phase d'océan magmatique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la Lune va se former. Et donc, vous voyez que une fois cette formée, autour de 4,4 milliards d'années, vous allez avoir eh bien, une croûte lunaire qui va se consolider. Et là, ça va être le début du bombardement primitif. Moi, aujourd'hui, je l'appelle comme ça. C'est-à-dire que pendant plusieurs centaines de millions d'années, vous allez avoir quand même de très gros astéroïdes qui vont venir impacter la surface de la Lune et qui va provoquer le plus grand nombre de cratères que vous observez aujourd'hui. Il faut bien réaliser que la majorité des cratères que vous observez aujourd'hui se sont formés avant 3,9-4 milliards d'années. Donc ça, c'est quelque chose d'important à dire au public. Pourquoi on observe la Lune? C'est parce qu'on a accès à des terrains très anciens. Ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est que sur Terre, bah, vous êtes d'accord que sur Terre, on a très peu de matériaux très anciens. On a quelques roches hein, qui arrivent à avoir 3 milliards d'années, 4 milliards d'années au maximum, mais c'est un pouillème de la superficie terrestre. Vous regardez les océans, ils ont 200 millions d'années maximum. Les continents, on peut trouver des roches qui ont 2 milliards d'années, mais c'est très récent par rapport à l'histoire de la planète Terre. Alors que quand on observe la Lune, eh bien, on a accès à des terrains qui vont avoir 3,5-4 milliards d'années, à des terrains auxquels on n'a pas du tout accès sur Terre. Donc quand on étudie effectivement la Lune ou la planète Mars, on a accès à des terrains très anciens. Et ça, c'est évidemment très pratique pour mieux comprendre l'histoire primitive de la Terre. Donc le bombardement primitif là dont je vous ai montré, vous voyez, hein, là la croûte se forme, on a des bassins, on va en reparler, mais comme le bassin Aitken ou encore tous les cratères qui se sont formés autour de 4,2, 4,1, 4 milliards d'années, eh bien c'est vraiment ce bombardement qui illustre en fait vraiment le paysage lunaire très très cratérisé. Alors, il y a quelque chose que vous devez comprendre, hein, et ça c'est valable pour quand même beaucoup de planètes, c'est que toutes les planètes qui sont d'une certaine taille vont connaître ce qu'on appelle la différenciation magmatique. C'est-à-dire que on va partir d'un océan magmatique où tous les éléments sont mélangés, et on a notamment des liquides qui sont riches en fer. Le liquide riche en fer, il est plus dense, donc qu'est-ce qu'il va? Il va couler au centre et il va former le noyau. Et puis les liquides un peu moins denses, ils vont commencer à se cristalliser, ils vont former le manteau. Et puis les roches encore moins denses, elles vont se former au-dessus du manteau et ainsi de suite. Et donc vous avez ce qu'on appelle eh bien, c'est la différenciation, c'est-à-dire ces différentes structures en pelure d'oignon qui vont se former sur la planète. Donc c'est la même chose sur la Terre ou sur la Lune. Et donc vous allez effectivement avoir eh bien, cette structuration. Cette structure-là, vous le voyez, eh bien, vont nous, effectivement, bah, quel terrain auquel on a accès à la surface? Bah, on a accès à la couche jaune, là. Cette couche jaune, eh bien, c'est ce qu'on appelle de l'anorthosite. Vous voyez, là, cette roche blanche, là, c'est une roche ramenée, c'est une roche, une météorite, hein, qu'on appelle une anorthosite. C'est le matériau blanc dont est constituée principalement la croûte lunaire. Une grosse partie des terrains très cratérisés sont constitués de cette roche blanche qu'on appelle l'anorthosite, qui est finalement une roche bah, un peu magmatique, qui est finalement constituée des minéraux les moins denses et qui se sont formés à la surface. Donc ça, c'est la majorité de la croûte lunaire qui est formée de cette roche qu'on appelle l'anorthosite. Alors, vous le voyez, hein, je vous ai dit que tout à l'heure, bah voilà, une vision 3D de la Lune hein, avec l'altimétrie laser 3D. Vous voyez que la Lune est complètement cratérisée. On va reparler, hein, évidemment, j'ai vu dans les questions, il y a des différences entre la face visible, la face cachée, etc. Mais vous voyez que
la Lune est complètement cratérisée. On a des millions de cratères à la surface de la Lune. Et encore, on ne les a pas tous comptés parce que on en a de toutes les tailles. Donc ça, on va évidemment en parler un petit peu. Alors, premier abord, il y a quelque chose d'essentiel, c'est évidemment ces mers et ces mers et ces terres lunaires. Vous savez qu'historiquement, voilà, si on revient à Galilée, à Hyde Park, etc., à un moment donné, on voyait ces taches sombres que vous voyez tous quand on observait la Lune, et beaucoup ont pensé à un moment donné que c'était des océans et des mers qui avaient, voilà, qui ont projeté ce qu'on connaissait sur Terre et qu'on pensait donc qu'il y avait des mers. Donc vous allez retrouver dès les cartes d'Evelus bah, cette géographie hein, au XVIIe siècle, cette géographie lunaire. Donc en fait, vous allez avoir effectivement ces grands bassins d'impact. Alors, question de Alex Chouette, si la naissance de la vie date de moins 4,5 milliards d'années, les océans sont donc plus vieux que 200 millions d'années. Alors attention, hein, la naissance de la vie, aujourd'hui, sur Terre, on la voit autour de moins 3,5, moins 3,8 milliards d'années, hein, pas moins 4,5. Moins 4,5 milliards d'années, c'est le début de la formation de la Terre. Donc sur la Lune, hein, vous le voyez, vous avez ces grands bassins d'impact qui se sont formés en fait avant 4 milliards d'années en fait. Et vous le voyez, vous avez des bassins, on en compte plus de 40 de plus de 300 km d'impact, de diamètre. À gauche, vous avez la face visible et à droite, vous avez la face cachée. Le plus grand bassin d'impact à la surface de la Lune, c'est un bassin qu'on ne voit pas, c'est le bassin Aitken qui fait 2500 km de diamètre et il est sur la face cachée de la Lune. Sinon, vous voyez quand même que c'est assez homogène. Vous avez des grands bassins un peu partout à la surface de la Lune. Et donc, gardez à l'esprit que tous ces grands bassins se sont formés avant 4 milliards d'années. Donc, c'était vraiment le début de l'histoire de la Lune. Alors sur ces cratères, hein, il faut bien garder à l'esprit que bah, chaque cratère, c'est le résultat d'une collision d'un astéroïde. Je ne vais pas rentrer dans la formation des cratères, mais ce que vous devez garder à l'esprit, et ça vous pouvez garder ça dans un petit coin de votre tête, c'est que globalement, un objet d'1 kilomètre va faire un cratère de 20 kilomètres. La taille du cratère va faire à peu près 20 fois la taille de l'impacteur. Donc avec cette petite règle d'échelle très simple, bah, vous vous doutez bien que quand vous avez un bassin de 1000 km de diamètre, et bah, ça fait quand même un astéroïde d'à peu près 50 km de diamètre. Donc vous voyez que, on a effectivement, il faut quand même des gros astéroïdes pour former les très grands bassins d'impact. Les eaux océaniques. Alors, Eric Lévin, les eaux océaniques. Ah, salut, Eric. Les eaux océaniques remplissent les points bas laissés par la tectonique des plaques. Les fonds océaniques sont récents par les océans. Oui, tout à fait. Euh, Ce qui est important à garder à l'esprit, hein, c'est qu'effectivement, on a cette différence. J'en ai un petit peu parlé avant. La différence entre la face visible et la face cachée. Vous voyez bien que on a une véritable différence. Nous, la face visible, c'est ce que vous allez montrer ce week-end, hein. 60% de la surface de la Lune est recouverte par des mers lunaires, par ces étendues noires. Et vous le voyez, si vous faites attention, ces étendues noires, eh bien, elles sont situées majoritairement entre elles dans les grands bassins d'impact. C'est-à-dire que les mers lunaires, on va voir ce que c'est, hein, mais les mers lunaires sont ces étendues sombres qui remplissent eh bien, les grands bassins d'impact. Et vous le voyez bien sur la face cachée, bah, il y a quand même des grands bassins d'impact, mais il n'y a pas de mer lunaire. Et donc ça, c'est une des grandes différences entre la face visible et la face cachée, c'est qu'on a effectivement la face visible qui est recouverte en partie de mer lunaire, alors que sur la face cachée, eh bien, il n'y en a pas. Alors on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi il y en a pas. C'est pas si simple, hein. Euh, En tout cas, c'est une des premières observations qu'on doit faire. La face cachée, hein, finalement, elle a été observée pour la première fois bah, par l'émission Apollo, hein. Et donc, on a pu enfin voir à quoi ressemblait la face cachée. Et ça a été effectivement une surprise de voir cette différence. Alors, cette différence, hein, premièrement, c'est intéressant de comprendre ce que c'est les mers lunaires. Les mers lunaires, ça, vous pouvez très facilement le regarder avec votre télescope, hein. Si vous zoomez avec votre télescope, eh bien, vous voyez que les mers lunaires sont considérées effectivement de plus jeunes, comme Michel le dit. Il y a beaucoup moins de cratères à la surface des mers lunaires que dans les terres lunaires.
S'il y a moins de cratères, ça veut dire que ce sont des terrains qui sont plus jeunes, parce qu'elles ont connu moins de bombardements. Et donc, effectivement, les mers lunaires, c'est du matériel plus jeune qui s'est installé dans les grands bassins d'impact. Ça, c'est un truc important à comprendre. Et donc, si on zoome dans ces mers lunaires, eh bien, en fait, il y a plein de structures, notamment, vous voyez, ces structures un peu lobées, là, eh bien, ça nous fait penser tout simplement à d'anciennes coulées de lave. En fait, les mers lunaires sont des écoulements volcaniques qui ont rempli en partie les grands bassins d'impact. D'accord? Donc tout à l'heure, je vous parlais de la croûte lunaire qui était constituée d'anorthosite. Eh bien, dans les bassins d'impact, eh bien, on a eu par la suite des écoulements volcaniques qui sont constitués de roches que vous connaissez bien, un type plutôt basalte, de nos roches volcaniques terrestres. Ces roches-là, contrairement aux terres lunaires, hein, qui ont, comme je vous l'ai dit, un âge plus vieux que 4 milliards d'années, bah, les mers lunaires, elles vont plutôt avoir un âge de 3,5, 3,3 milliards d'années, donc sont quand même beaucoup plus récents. Mais vous voyez que ça reste quand même des roches quand même assez anciennes, même si elles sont peu cratérisées. Donc effectivement, hein, il y a quelque chose dont on s'est rendu compte aussi, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais une des choses qui est intéressante, c'était quand en fait, il a été possible de mesurer la composition chimique de ces laves dans ces mers lunaires. Et on s'est rendu compte que ces mers lunaires étaient notamment enrichies en potassium. Alors pourquoi je vous raconte ça? Ça c'est un peu plus technique, hein, mais tout simplement parce qu'en fait, les laves lunaires nous ont montré que tous les terrains étaient riches notamment en éléments qui étaient capables avec une forte radioactivité. C'est-à-dire qu'il va y avoir des éléments radioactifs comme le potassium, le thorium, l'uranium. Et en fait, cet enrichissement en éléments radioactifs, eh bien, le fait qu'ils vont se désintégrer va créer de la chaleur. Et il semblerait que les terrains de la face visible soient riches en éléments très riches en éléments radioactifs qui vont se désintégrer, qui vont créer de la chaleur et qui vont aider à la formation de basalte lunaire, de roches volcaniques. Donc en fait, il y a un processus qui fait que sur la face visible, eh bien, on a un enrichissement d'éléments radioactifs qui vont créer de la chaleur et qui vont aider à la création des laves. Donc ça, c'est quelque chose de pas facile à comprendre, hein. C'est des théories qui sont actuelles. C'est de se dire, bah, il y a eu un processus dans la formation de la Lune qui fait que sur la face visible, bah, il y a des éléments qui vont se désintégrer et qui vont être enrichis en éléments radioactifs. Donc pourquoi il y a des mers lunaires sur la face visible, face cachée? Bah, parce que sur la face visible, il y a des éléments comme le potassium, thorium qui vont se désintégrer et qui vont créer de la lave. Alors après, j'en vois certains qui vont me dire, oui, mais pourquoi il y a plus d'éléments radioactifs sur la face visible, face cachée? Et ben ça, c'est encore un grand débat. On n'a pas forcément... il y a des théories, hein, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que cette côté face visible, face cachée, hein, le fait que la Terre montre toujours la même face, eh ben, c'est quelque chose qui s'est certainement directement lié au moment de la formation de la Lune. Vous le savez, hein, la Terre et la Lune sont synchrones. C'est-à-dire que la Lune monte toujours la même face vers la Terre, et donc la Lune fait un tour sur elle-même pendant qu'elle fait un tour autour de la Terre. Donc ça, c'est effectivement, hein, c'est l'attractivité, c'est les forces gravitationnelles qui fait que les deux corps vont devenir synchrones. Mais en fait, les deux corps sont synchrones depuis le début, depuis la formation de la Lune. Et donc, il se peut que cet enrichissement eh bien, soit lié directement à cette formation simultanée de la Lune et de la Terre et ce côté synchrone. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais en tout cas, c'est une question vraiment très chaude encore en ce moment dans la recherche lunaire. Et vous le voyez, hein, autre similarité aussi entre la face visible et la face cachée, bah, c'est que sur la face visible, on a une épaisseur de la croûte qui est plutôt faible, de 30 km d'épaisseur, alors que sur la face cachée, on a une épaisseur de croûte plutôt de 50 km. Donc il y a vraiment ce phénomène de formation de la Lune qui fait qu'il y a eu une différence de formation entre la face visible et la face cachée au moment de la formation de la Lune.
Et donc voilà, donc si on doit récapituler, vous voyez qu'on a eu certainement une croissance asymétrique de la croûte avec sur la face visible, eh bien, une épaisseur crustale plutôt faible, des éléments riches en fer, en thorium, avec la formation de mer lunaire, alors que sur la face cachée, on va avoir une quasi-absence de mer lunaire, une forte épaisseur crustale et d'autres enrichissements. Voilà. Donc ça, vous voyez que vous devez garder ça à peu près à l'esprit, hein, cette dissymétrie entre la face visible et la face cachée. Alors, autre chose, hein, vous le voyez, là, voilà, ça c'est la Lune que vous connaissez bien, hein, donc entre les terrains blancs, là, donc ça c'est des choses que vous pouvez très facilement montrer au public, hein. Montrer que les terres lunaires sont très cratérisées, les mers lunaires sont très peu cratérisées. Et vous arrivez très facilement à leur faire comprendre que plus un terrain est vieux, plus il va connaître un bombardement intense, donc il va être plus cratérisé, alors qu'un terrain plus récent va avoir connu moins de bombardements et donc il est plus jeune. Donc vous pouvez réussir à leur montrer que les lunes, eh bien, les mers lunaires sont des terrains beaucoup plus jeunes que les terres lunaires. Voilà, hein, donc les principales roches lunaires, bah, comme je vous l'ai dit, l'anorthosite hein, sur la croûte lunaire, donc ça c'est pareil, ces roches blanches qui forment la croûte, et les basaltes qui forment les mers lunaires. Troisième type de roche, c'est ce qu'on appelle une brèche d'impact. En fait, vous vous doutez bien qu'avec autant de cratères d'impact à la surface de la Lune, eh bien en fait, tout ça est cassé, pulvérisé, et donc on va former des roches qu'on appelle des brèches, qui vont être des rassemblements de petits morceaux fragmentés, cassés, et donc qui vont se consolider sous forme de brèches. Donc ça, il y en a partout aussi à la surface de la Lune. Voilà, donc ça, gardez ça à l'esprit. À la surface, on a l'anorthosite très vieille et les mers lunaires basaltiques qui viennent se superposer au terrain anorthositique. Voilà, et donc ça c'est petit détail hein, important, c'est que quand on s'amuse à compter les cratères, vous voyez qu'on arrive à voir la différence de cratérisation entre bah, les mers lunaires et les terres lunaires. Là, évidemment, on est sur la face cachée qui est très cratérisée et sur la face visible avec les mers effectivement beaucoup moins cratérisées. Alors, cette densité de cratères, hein, c'est important de la montrer parce que vous voyez bien hein, ici, là, c'est une carte qui montre la variation de densité de cratères. Les terres lunaires, c'est là où c'est orange-rouge. Les mers lunaires, c'est là où c'est bleu. Donc, il y a une véritable différence de densité de cratères. Et cette densité de cratères, ça, c'est quelque chose que vous pouvez, c'est le niveau peut-être un peu plus au public, mais vous, quand même, vous pouvez leur expliquer. Euh, cette densité de cratères, elle permet de dater les surfaces planétaires. Comment? Eh bien, en fait, vous voyez, hein, lors des missions Apollo, je vous ai dit tout à l'heure, ils ont ramené des échantillons de la Lune. Et donc, les échantillons ont été ramenés dans les laboratoires sur Terre. Ils ont été datés. Et en fait, les scientifiques, dès le début des années 70, ont fait la relation entre l'âge des roches qui ont été ramenées et la densité de cratères des terrains étudiés. Vous voyez que par exemple, là sur Apollo 12, on est sur une mer lunaire, vous voyez très peu de cratères. Là, les deux images ont la même échelle, hein, de Apollo 12 et Apollo 16. Vous voyez, Apollo 12, très peu de cratères, Apollo 16, beaucoup de cratères. Et de quoi on s'est rendu compte? Eh bien que donc en datant les roches, hein, les roches lunaires, eh bien on s'est rendu compte que les roches avaient autour de 3,8 milliards d'années, mais surtout, vous voyez qu'il y a une différence de terrain, c'est que les terrains les plus cratérisés avaient 3,5 milliards d'années, et les terrains les moins cratérisés, ici, avaient 3,1 milliards d'années. Et donc c'est comme ça qu'on a montré que les terrains que les plus cratérisés étaient les plus anciens. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, en fait, on a pu réaliser une stratigraphie lunaire avec des aires géologiques lunaires. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, comme sur Terre où on a les différentes aires géologiques, et bien sur la Lune, on a différentes aires avec le nectarien, l'imbrien, l'érastosthénien, le copernicien. Et alors, les échantillons des missions Luna et Apollo datent plutôt de l'Imbrien, là, ou du début du Nectarien. Et donc, on a pu, vous voyez, dater les différentes roches et pouvoir créer, en fait, différents terrains. Donc, vous voyez, le prénectarien et le nectarien, bah, ça vient de la mer du nectar. L'Imbrien, ça vient de la mer des pluies, qui vont avoir des âges différents. Et donc, on a pu créer cette chronologie lunaire.
Il a été aussi, ça c'est extrêmement intéressant, hein, c'est que on s'est rendu compte, vous voyez que là sur ce diagramme, on a en abscisse l'âge des terrains lunaires, en ordonnée on a la densité de cratères. On s'est rendu compte, bah voilà, que plus les roches étaient anciennes, plus elles étaient issues de terrains très très cratérisés. Et donc cette loi, elle est extrêmement importante parce que si vous vous amusez à compter le nombre de cratères à un endroit, bah, vous pouvez déterminer l'âge. Et donc ça, vous pouvez vous amuser à le faire dans votre club d'astronomie, hein. Vous prenez des images, vous comptez la densité de cratères et vous arrivez à déterminer l'âge des terrains. Donc ça, c'est quand même très pratique parce que c'est grâce à ces lois-là qu'on a pu les calibrer, notamment en les calibrant, dater les surfaces de Mars. Si par exemple, on vous dit un jour qu'il y a 200 millions d'années, il y avait de la lave sur Mars, bah, à cet âge-là, on n'a pas ramené les roches, on les a calibrées à partir de ces lois de densité de cratères. Donc voilà, et donc aujourd'hui, vous voyez, ça c'était le boulot du géologue planétaire, c'est de cartographier la Lune, hein. Alors ça fait des belles couleurs. Vous voyez, hein, face visible à gauche, face cachée à droite, donc des cartes géologiques complètement différentes. Tout ce qui est rose sur la face visible, bah, c'est la lave, hein, c'est les mers lunaires qui se sont formées. Tous les terrains plutôt marron, gris, beige, ce sont les terrains très anciens. Donc vous voyez que sur la face visible, eh ben, on a des terrains quand même, mine de rien, beaucoup plus récents que sur la face cachée. Voilà. Et donc, vous voyez qu'on s'amuse bien, on fait les planétologues, cartographie avec plein de couleurs, des descriptions. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je trouvais ça intéressant de vous montrer une carte géologique lunaire, comme on le fait sur Terre, avec tous les différents, tous les différentes unités géologiques qu'on peut observer. Voilà, alors ça, je vais y passer. Euh, Petite chose qui peut vous intéresser vraiment, quand vous observez les cratères, vous allez voir des cratères qui vont avoir différentes morphologies. Donc ça, je voulais vous montrer ça parce que c'est très intéressant pour comprendre la chronologie des différents cratères qu'on observe à la surface de la Lune. Vous prenez ici deux cratères, Copernic et Eratosthène. Vous le voyez, il y a deux cratères qui sont quand même relativement frais. On voit bien, ce sont des cratères complexes, avec tous les deux avec un pic central. Et vous voyez une morphologie qui a quasiment pas changé, qui est très fraîche. On voit très bien les détails de ces deux cratères. La grosse différence entre les deux, si vous faites attention, eh bien, c'est que autour de Copernic, il y a plein de petits cratères. J'espère que vous le voyez bien. Tous ces cratères, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont des cratères secondaires. Quand vous formez un cratère, vous éjectez de la roche, ces roches vont retomber et vont former des cratères secondaires. Alors vous allez me dire, mais pourquoi Ératosthène n'en a pas alors que Copernic en a? Eh bien, tout simplement parce que Copernic est plus récent qu'Ératosthène. Toutes les cratères qui ont des éjectats ou des cratères secondaires qu'on voit encore sur la Lune, eh bien, sont assez récents. Ératosthène en avait, mais en fait, les cratères secondaires, tous les petits cratères secondaires, ont disparu. Alors vous allez me dire, mais comment ils ont disparu sur la Lune? Alors ça, c'est important. Vous voyez le cratère Tycho que vous connaissez tous. Ce cratère Tycho, il est vous voyez, un gros cratère quand même de plusieurs centaines plus de 100 km de diamètre. Vous voyez ici tous les éjectats, tous les rayons qui sont partis tout autour du cratère. Vous voyez à plusieurs, voire à plusieurs même milliers de kilomètres du cratère lui-même. Ça, c'est quand même extrêmement important. Vous voyez que ce cratère, c'est le seul cratère aussi gros à la surface de la Lune qui montre ce type d'éjectat. Si on regarde dans les éjectats en détail, eh ben, on retrouve, vous voyez, toutes ces lignes de petits cratères, ces fameux cratères secondaires, tous ces blocs qui ont été éjectés au moment de la formation du cratère, qui ont formé, qui ont formé ces chapelets de cratères secondaires. Alors, pour un détail, hein, vous voyez que même sur la Lune, bah, on arrive à voir des gros blocs. On arrive à voir des gros blocs en fait qui ont été éjectés. Vous le voyez, celui-là va mesurer plusieurs dizaines de mètres de diamètre. Là, vous le voyez aussi sur Terre, on a l'équivalent. Ici, on est sur le cratère Popigaï en Russie. Et vous voyez, ce bloc, il va mesurer plusieurs dizaines de mètres. Imaginez-vous la force et l'énergie qu'il faut pour arracher un bloc de plusieurs dizaines de mètres de diamètre qui va être soulevé et qui va retomber. Donc ça vous montre quand même la forme, la force hein, effectivement de l'éjection.
Évidemment, hein, tous ces cratères, ça dépend de l'angle d'impact. La majorité des cratères vont avoir une forme circulaire et effectivement, selon l'angle d'impact, on peut avoir une distribution des cratères secondaires qui va être pas forcément symétrique. En tout cas, gardez ça à l'esprit. Ça, c'est quelque chose d'essentiel quand vous observez la Lune. Regardez s'il y a des éjectats ou pas. Vous voyez que Tycho a des éjectats très bien marqués, très bien visibles. Si vous faites attention Copernic, eh ben Copernic, on les devine encore les éjectats. Par contre, Ératosthène, eh bien, on ne les voit plus. Tout simplement parce que Ératosthène est très vieux, s'est formé autour d'il y a 1 milliard d'années, alors que Tycho s'est formé il y a quelques centaines de millions d'années. Et donc, en fait, par la fraîcheur des éjectats, vous arrivez à dire quel est le cratère qui s'est formé le plus récemment ou pas. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi les cratères secondaires disparaissent? Et ça, c'est un truc important. Vous allez me dire, bah ouais, mais sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas d'eau, il n'y a pas de vent, il n'y a pas tout ça. Donc, comment font pour disparaître les cratères secondaires? Eh ben, les cratères secondaires, ils sont effacés par le bombardement météoritique. Et oui, le truc le plus impressionnant sur notre satellite, la Lune, c'est ce fameux bombardement météoritique. Si vous allez sur la Lune, eh bien, vous allez voir des cratères de toutes les tailles. Là, vous voyez, vous avez un cratère, un bon cratère qui fait une dizaine de mètres de diamètre, mais vous allez avoir aussi des cratères d'1,50 m, de 50 centimètres. Et puis, en fait, ça ne s'arrête pas là. Si vous récupérez un morceau de lune, bah, vous allez retrouver des morceaux, vous allez voir des impacts qui vont être centimétriques, voire millimétriques, voire micrométriques. Il y a des cratères d'impact de toutes les tailles à la surface de la Lune. C'est ça qu'on appelle le microbombardement. Ce micro-bombardement, il est issu de quoi? Ben, peut-être que certains ont déjà vu ce genre de vidéo. Regardez, vous allez me dire ce que... Vous voyez, ça, ce sont des vidéos de la lumière cendrée. Si vous mettez une caméra vidéo en mode record, eh bien, vous allez voir je le remets, au milieu du carré, vous voyez, des petits flashs lumineux. Ça, c'est ce qu'on appelle des flashs lunaires. Ces flashs lunaires, alors bon, ça c'est un avion, hein, mais les flashs lunaires, eh bien, qu'est-ce que c'est? Ce sont des impacts. Et ça, il y en a quasiment tous les jours, en fait, à la surface de la Lune. Ce sont des morceaux, des petits morceaux d'astéroïdes ou de comètes qui viennent impacter la surface de la Lune et qui viennent, en fait, fondre localement les roches de la Lune, éjecter des petites gouttelettes de roches fondues, un peu comme de la lave, vous savez, hein, la lave elle va émettre thermiquement de la lumière et donc va faire de la lumière. Quand on est dans la nuit, on voit la lave rouge. Bah là, c'est un peu la même chose. Ça va envoyer de la lumière et ça va se refroidir et donc ça aura fait un flash très très court. Donc ça c'est très intéressant, c'est que en fait, des impacts bah, à la surface de la Lune, il y en a tout le temps. Dès que vous avez une pluie d'étoiles filantes, eh bien, imaginez-vous, vous êtes tranquillement en train d'observer les Perséides au mois d'août, là, le 11 août. Vous voyez des belles étoiles filantes parce qu'elles rentrent dans l'atmosphère. Et ben, en fait, tous les objets qui rentrent dans l'atmosphère le 11 août, ils viennent impacter la surface de la Lune puisqu'il n'y a pas d'atmosphère. Donc, toutes les poussières, les milliards de poussières qu'on rencontre sur Terre, eh bien, en fait, elles arrivent à la surface de la Lune pour former le micro-bombardement météoritique. Autre exemple, hein, vous le voyez, ça c'est le plus gros impact qui a été enregistré par une caméra. Vous voyez ici, là, on devine la surface de la Lune, la lumière cendrée. Là, vous avez la flèche bleue, et vous voyez, là, c'est un gros impact. Bam. Donc là, le flash, hein, va durer plusieurs secondes. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on a l'imagerie haute résolution qui nous permet de détecter le nouveau cratère qui s'est formé. Vous voyez, à partir du flash, on peut deviner et trouver le nouveau cratère qui s'est formé. Ici, vous voyez, là, c'est un cratère quand même de 25 mètres de diamètre. Et donc, pourquoi je vous parle de ce bombardement? Bah, parce qu'en fait, le bombardement, il est intense et permanent. Vous voyez, je vous ai fait un petit crowbar là, très, très facile. C'est que si vous avez un cratère, eh ben, le cratère lui-même va être impacté. Ça va déstabiliser l'intérieur du cratère. Il va y avoir de la matière qui va descendre dans le cratère. Et au fur et à mesure, le cratère va être rempli de cette poussière lunaire qui va être descendue à force d'être bombardée, etc. Et donc, en quelques centaines de millions d'années, eh ben, les petits cratères, notamment les cratères secondaires, vont s'effacer à cause de ce micro-bombardement, à force d'être totalement tapé, à force qu'on lui tape totalement dessus pendant longtemps. Vous voyez, hein, des petits calculs que j'avais faits.
sur un cratère de 100 mètres pendant 1 milliard d'années, eh bien, le cratère de 100 mètres de diamètre va être percuté par 45 milliards de particules micrométriques à millimétriques. Va être percuté par 180 000 balles de ping-pong, on va dire, et 400 petites gros blocs, quoi. Donc, vous voyez que c'est pas bon à y vivre, hein. Bon, alors, on vit pas 1 milliard d'années, mais imaginez-vous, hein, quand on va aller s'installer sur la Lune à long terme, bah, la probabilité de recevoir un petit truc, hein, notamment les particules micrométriques, millimétriques, ça existe. Donc, il va falloir effectivement soit s'enterrer en profondeur, soit éventuellement rajouter des régolithes à la surface de la Lune, mais c'est un risque extrêmement important à prendre en compte. En tout cas, ce micro-bombardement, eh ben, c'est ce qui va émousser les cratères. Vous voyez, j'aime bien, j'avais fait cette petite animation à droite, là, des cratères de 100 mètres. Un cratère de 100 mètres, c'est un trou avec des pentes assez importantes. Et puis, au fur et à mesure, les cratères vont s'émousser et il va se remplir et on va le voir disparaître. Donc ça, c'est pas le même cratère, hein, c'est plusieurs cratères que j'ai pris à différents stades d'évolution, mais vous voyez bien l'évolution d'un cratère au fur et à mesure qui disparaît, l'histoire de sa vie. Alors, vous voyez, hein, les cratères de 100 mètres disparaissent, les grands cratères de 100 kilomètres, eux, ils auront beau être bombardés, ils disparaîtront pas. On les abîmera, on va voir disparaître certaines morphologies, mais les cratères de 4 milliards d'années, bah, ils sont toujours là. Ils ont été un peu érodés par le bombardement, mais on voit encore des dépressions très, très importantes. Voilà, et donc en gros, gardez ça à l'esprit, hein, et donc c'est pour ça que là, les poussières lunaires là, que vous avez reçues, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appelle le régolithe lunaire. En fait, il faut bien garder à l'esprit que toute la surface de la Lune, eh bien, est recouverte d'une couche qui a été complètement pulvérisée pendant 4 milliards d'années. Et globalement, bah, la couche, les 10 premiers mètres de la surface lunaire sont recouverts par ce régolithe, qui est une couche de poussière, qui est le résultat de ce concassage permanent à la surface de la Lune. Voilà, les traces du premier pas sur la Lune, hein, se sont enfoncées de quelques centimètres dans ce régolithe lunaire. Alors ce régolithe lunaire, hein, je vais passer, hein, ce régolithe lunaire, si on le regarde un petit peu au microscope ou à la loupe, bah, on va voir plein de petits grains de nature différente, avec des roches fondues, avec des grains de feldspath. On va avoir aussi ce qu'on appelle des agglutinats, c'est-à-dire que ce sont des roches qui vont se fondre et qui vont reformer de nouvelles roches. Parce que voilà, vous doutez bien qu'à chaque impact, on va fondre un peu les roches et donc on va avoir des agglutinats de roches qui vont se coller les uns aux autres au fur et à mesure qu'il y ait les impacts. Donc voilà, vous voyez que ça, ce sont des grains qui, là, quand je vous parle des impacts à toutes les échelles, bah voilà, un grain qui faisait 300 micromètres et à la surface, vous voyez encore des micros impacts. Donc ça, dites-vous que voilà, tous les grains de poussière cométaire qui arrivent, bah, ils viennent notamment former tous ces petits impacts à la surface des grains lunaires. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous voyez qu'ici, hein, ce diagramme, ça vous montre la taille du régolithe lunaire. En fait, une grosse partie des grains lunaires bah, sont de taille micrométrique. Vous voyez, si vous prenez 50, là en ordonnée, on a le pourcentage de grains. Donc, vous voyez que 50% des grains vont avoir une taille, eh bien, une taille supérieure à 100 microns. Donc, ça fait quand même des grains très, très, très fins. Donc, ça, c'est une des problématiques actuelles de l'exploration lunaire, hein, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de grains très très fins et ça a posé problème, notamment à l'exploration. Hein. Là, vous voyez hein, des photos des différentes astronautes des missions Apollo. Ils racontaient quand même que leur combinaison d'astronautes en 8 heures était aussi abîmée que 100 heures d'entraînement sur Terre. Donc, le régolithe lunaire est très abrasif et usait énormément les combinaisons. Et ça va être un vrai problème dans les prochaines explorations spatiales. Et puis là, petite anecdote, hein, plusieurs astronautes ont eu un rhume des foins lunaires, ont eu des réactions allergiques puisqu'ils inhalaient la poussière lunaire hein, en rentrant. Et donc, il y a eu voilà, quelques symptômes d'allergie à cette poussière lunaire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que il y a plein de messages que je vous ai fait passer. Ce qui est important à l'esprit, c'est voilà, lorsque vous allez rencontrer le public, il y a certainement des messages hein, que vous voulez faire passer.
l'âge de la Lune, le nombre de personnes qui ont marché sur la Lune, la différence entre les terres et les mers, le fait que pourquoi pas parler du micro-bombardement, qu'il n'y a pas d'atmosphère, etc. Donc je vous laisse faire tout ça à votre sauce, hein. Je vous enverrai le lien de la conférence. Donc si vous avez des choses que vous n'avez pas compris, vous me raconterez. Mais maintenant, je peux passer, voilà, on peut prendre quelques temps là pour répondre à quelques questions. Alors, Michel, l'attraction terrestre peut-elle compenser indéfiniment l'éloignement de la Lune? Euh, En tout cas, la Lune est pas prête de s'en aller. C'est-à-dire que on sait aujourd'hui que la Lune s'éloigne de 4 centimètres par an. Si vous faites des petits calculs, vous allez vous rendre compte que dans 1 milliard d'années, la Lune ne sera pas quand même ne sera pas énormément éloignée de la Terre, hein. Donc, avant voilà, qu'elle parte de l'orbite de la Lune, c'est pas pour demain. Et donc, a priori, on restera toujours intimement lié entre la Lune et la Terre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Eric, oui, Eric, il a répondu. Euh, alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions en même temps. Alors, attendez, merci. Bah, merci, c'est gentil. Merci, Charlie. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, J'essaie de remonter dans la. Euh, oui, faut monter. Où peut-on trouver le lien d'enregistrement sur le lien de la vidéo? Alors, sur le soleil, je vais essayer de vous le mettre en direct. Alors, attendez, j'essaye de. Ouh là là, vous me demandez un truc là, j'essaye de faire ça, mais je crois que je l'ai envoyé. Euh, tout. Ah, attendez, voilà, je vais vous mettre ça sur le chat. Alors, hop, voilà. Ça, c'est la conférence sur le soleil, si vous voulez la réécouter. Alors, le rigolite est du basalte ou de l'anorthosite? De tout. Le rigolite, c'est de l'anorthosite, du basalte, ça va être des roches fondues. Je vous ai montré des petites sphérules tout à l'heure. Ça va être de la roche fondue. Ça sera plutôt du verre même. C'est-à-dire que quand vous fondez les roches, vous allez reformer, vous allez reformer vraiment du verre volcanique. Vous allez avoir des morceaux des minéraux qui vont être pulvérisés à l'intérieur. Donc vous allez former vraiment il y aura des morceaux de feldspath ou d'autres minéraux. Donc, il y a une très très grande diversité dans les grains du régolithe. Pourquoi certains des cratères ont un pic central? Très bonne question. Si je reviens à ma petite formation, hop, voilà. En fait, les cratères, hein, il faut bien se rendre compte. euh, que tout va dépendre en fait de l'énergie que ça va apporter. C'est-à-dire que la formation d'un cratère dépend de la masse et la vitesse de l'objet. Euh, Si l'objet est relativement va mesurer par exemple quelques dizaines ou centaines de mètres, vous allez former ce qu'on appelle un cratère simple, c'est-à-dire un cratère en bol. Si vous avez plus d'énergie, eh bien en fait, le sol va être suffisamment élastique pendant un certain moment et vous allez avoir un pic central qui va se former. En fait, c'est exactement l'exemple de la goutte d'eau. Quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous faites un trou et à un moment donné, vous allez avoir un rebond au centre et vous allez avoir la goutte d'eau qui va remonter et qui va redescendre. Bah, c'est la même chose. Le cratère complexe, c'est un stade de cratère qui est beaucoup plus important où là, vous allez avoir effectivement le sol qui va remonter et qui va, à un moment donné, potentiellement se figer. Et là, ça va former un pic central. Si le cratère est encore plus gros, le pic central va monter et il va redescendre pour former des anneaux concentriques. Comme quand vous jetez un caillou dans l'eau. Jetez un caillou dans l'eau, vous avez le trou, la goutte d'eau, et la goutte d'eau retombe, et là, vous avez des ronds, les fameux ronds qui se propagent. Donc, c'est exactement la même chose. Donc voilà, le pic central va vraiment dépendre de l'objet. Sur les cratères sur la Lune, on va avoir des pics centrales typiquement pour des cratères de quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Donc vous voyez qu'il faut quand même déjà des astéroïdes kilométriques pour former des cratères complexes. Euh, Sont les problèmes pour une implantation lunaire sur la Lune? Si vous parlez des impacts, oui, tout à fait, hein. C'est quelque chose qui n'a pas été encore totalement pris en compte, mais si on veut vraiment s'installer à long terme, il va falloir, par exemple, éviter de sortir sur la Lune lors d'une pluie d'étoiles filantes.
Merci, c'est encore un. Ce serait, si on peut avoir les images de la présentation. Oui, je tâcherai de vous envoyer ma présentation. Y a-t-il moins de cratères sur la face visible du fait de la protection apportée par la Terre? Non, la Terre, en fait, elle protège quasiment pas. En fait, quand vous voyez, elle est trop loin pour protéger véritablement, hein. Donc, il y a pas de protection apportée par la Terre. Est-ce que la différence de température entre le jour et la nuit favorise la formation du régolithe? Très bonne question, Thomas. Salut, Thomas. Euh, Ça, effectivement, hein, c'est ce qu'on appelle la fatigue thermique. La fatigue thermique, c'est effectivement ces différences de température. J'en ai pas parlé, hein, c'est un peu des parties des choses qu'on pourrait parler. Mais vous le savez qu'entre le jour et la nuit, on va avoir des variations de température de quasiment 200 degrés. Donc, si vous avez un sol un peu fracturé, eh bien, les variations de température vont casser en fait les roches. Et donc, cette fatigue thermique va fracturer et va aider effectivement à cette érosion. Donc, tu as totalement raison, Thomas, c'est qu'il y a le micro-bombardement, mais la fatigue thermique va aider à la formation du régolithe et donc va aussi jouer un rôle dans l'érosion des cratères secondaires. Une bibliothèque, une biblio peut-être. Sur la géologie lunaire, en fait, en français, ça me donne une idée. Il faudrait peut-être qu'un jour on écrive un livre. Des livres de référence sur la géologie lunaire, c'est une bonne question. J'ai pas totalement ça en tête. Oh, il y a eu énormément de livres qui sont sortis lors du 50e anniversaire sur la Lune, mais beaucoup sur Apollo. Donc en tout cas, j'ai pas de référence comme ça au premier ordre. Sinon, si vous voulez parler des cratères, hein, je peux évidemment vous conseiller le livre qu'on avait sorti avec des amis, là, Impact des météorocratères, qui était sorti chez Belin, où on parle quand même pas mal de cratérisation lunaire. Euh, Python central, 6 cratères supérieurs à 15 km, oui, c'est ça, vous pouvez garder ça. Alors en fait, les cratères complexes, hein, avec un python central va dépendre sur Terre, par exemple, les cratères complexes, on va en voir dès 3 km de diamètre. Donc en fait, selon la gravité de la planète, la limite entre cratères simples et complexes va varier. Pourquoi on y retourne? Non, pour faire plaisir à Musk, bah, en fait, ça dépend. Si on considère, si en tant que géologue, de dire, bah, en fait, c'est cool la Lune et on est loin de l'avoir encore explorée, un géologue va vouloir toujours ramener davantage de roches. Je vous ai montré la chronologie par densité de cratères. Bah, en fait, on a encore envie d'avoir des sites pour davantage, pour trouver des roches qui vont avoir 1 milliard, 2 milliards d'années, pour aller aussi sur la face cachée. Vous savez que les Chinois, avec l'émission de Changi, sont allés sur la face cachée et donc on a pu ramener des échantillons de la face cachée. D'un point de vue géologique et histoire de Terre-Lune, la Lune, c'est un réservoir pour l'instant largement sous-exploité. Donc d'un point de vue scientifique, évidemment que c'est intéressant. Est-ce qu'on y retourne pour ça? Je ne suis pas totalement sûr, mais en tout cas, il faut se satisfaire en tant que scientifique du fait qu'on va pouvoir continuer d'avancer là-dessus. Après, c'est pas évidemment, il y a plein de raisons sur le fait que on veut tester des technologies pour aller explorer la Lune, pour explorer Mars, pour apprendre à vivre sur une autre planète. Ça, c'est un autre débat, entre guillemets, de se dire est-ce que vraiment on a besoin de quitter la planète Terre pour aller entre guillemets, comme dit Musk, coloniser les autres planètes, hein. Ça, évidemment, vous vous doutez bien que de mon côté, en ce moment, voilà, je trouve ça fou ce qui est en train de se passer. Donc, explorons les planètes, comprenons, mais évidemment, la Terre reste la seule planète où il fait bon y vivre, hein, et donc, on n'a pas encore besoin vraiment d'aller pourrir une autre planète. Charlie, j'ai peut-être loupé quelque chose. Si c'est le cas, mais pourquoi la révolution et la rotation de la Lune sont identiques? Alors, moi, je suis pas mécanicien céleste, hein, donc je vais pas vous dire. D'un point de vue pédago, c'est plus compliqué. Ce que j'ai compris, moi, c'est que d'un point de vue gravitationnel, quand deux corps tournent l'un autour de l'autre, il va y avoir un moment donné, d'un point de vue gravitationnel, où les objets vont devenir synchrones. C'est-à-dire que c'est le cas pour plein d'objets du système solaire, où en gros, les objets vont s'attirer et au moment de la formation, eh bien, le plus petit corps va toujours montrer la même face et donc va faire un tour sur elle-même en même temps que elle fait un tour autour du corps principal. Donc ça, c'est purement des effets gravitationnels et je ne veux pas vous dire plus de bêtises que ça.
Yves, le vent solaire participe-t-il aussi à l'érosion du régolithe? Oui, tout à fait. Tout à fait. On a une interaction de surface vraiment sur le premier millimétrique. Donc, il y a effectivement une altération donc, de la surface par le vent solaire. Est-ce que la vidéo de cette conférence peut être communiquée à des membres non membres de la SAF? Mais bien sûr, sachez quand même que euh, la Société astronomique de France, hein, vu que vous me posez la question, est certes une association avec 1500 membres, mais pour grand nombre d'entre vous qui êtes connectés ne sont pas membres de la SAF. Et donc, bien au contraire, voilà, tout ce qu'on fait, c'est aussi pour vous montrer que la SAF fait plein de choses pour le grand public. Et donc la vidéo, je vous l'enverrai, donc elle est en libre accès pour tout le monde et donc il y a pas de problème. Salut, c'est Astro sur les monts. L'année dernière, j'ai eu une question sur des flashs lumineux en surface lunaire. Y aurait-il encore du dégazage de certaines poches de gaz? Non, les flashs lunaires, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est vraiment lié aux impacts. C'est-à-dire que vous avez un impact, vous fondez et au moment de l'éjection, vous allez éjecter des petites gouttelettes de roche fondue, du gaz aussi à ce moment-là. Mais ça, c'est le gaz éjecté au moment de la formation du cratère. Donc c'est véritablement lié à l'impactisme et pas à l'activité volcanique. Après, je mettrai pas ma main à couper en disant qu'il n'y a pas du tout de volcanisme. On sait qu'il y a des terrains qui, potentiellement, qui ont peut-être quelques millions d'années, qui montrent qu'il y aurait peut-être eu une éruption volcanique il n'y a pas si longtemps que ça. On n'en a pas la preuve de volcanisme actuel, mais c'est pas impossible qu'il reste quelques petites choses qui restent et donc une activité volcanique assez récente. C'est quoi la relation entre les phases de la Lune et les marées terrestres? Ah là là, ça, je peux. Cypriana, euh, les phases de la Lune, ce qu'il faut ouais, au premier ordre, hein, Cypriana, c'est que les phases de la Lune, c'est la position de la Lune par rapport au Soleil et à la Terre. Par exemple, quand la Lune est entre la Terre et le Soleil, c'est la nouvelle Lune. Quand la Terre est entre le Soleil et la Lune, c'est la pleine Lune. Et en fait, il va y avoir des moments où la force gravitationnelle de la Lune et du Soleil vont s'additionner, et ça sera les marées de forts coefficients. Et quand la Lune et le Soleil et la Terre forment un angle droit, ça sera plutôt les marées à faible coefficient. Donc effectivement, il y a un lien entre, donc en tant que nouvelle Lune et pleine Lune, c'est souvent là où on va avoir les forts coefficients de marée. Apollo 17 a été la plus prolifique des missions. Oui, bah, Apollo 17, ils sont restés aussi. C'est la mission où ils sont restés le plus longtemps à la surface de la Lune. Donc, ils ont ramené aussi beaucoup d'échantillons. Une hypothèse pour expliquer la formation de l'eau sur la Lune. Ah, ça c'est une bonne question. C'est comme l'eau sur Terre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, certainement quand même, au moment de l'accrétion, il devait y avoir de la Lune, aussi bien dans le matériau terrestre que le matériau lunaire. Et ensuite, on a quand même certainement des morceaux de comètes, etc., qui amènent quand même de l'eau à la surface de la Lune. Euh, donc on ne sait pas bien encore. En tout cas, c'est que soit une hypothèse endogène au moment de la formation de la Lune, soit éventuellement qui vient des corps impactants. En tout cas, aujourd'hui, hein, la glace, il y a de la glace au niveau des pôles, il y a peut-être de la glace ailleurs, mais ça reste vraiment superficiel et c'est pas non plus une grande quantité d'eau, hein. On n'est pas encore en train de faire couler le robinet, hein. Influence des différences de masse à surface sur la synchronisation. Mascon. Ah, je sais pas ça, Eric. Je ne vais pas te dire de bêtises. Quelle explication pour la présence des montagnes lunaires? Alors, les montagnes lunaires, hein, ça gardez-le à l'esprit, les montagnes lunaires, c'est tout simplement les remparts des cratères. Donc, en fait, quand vous voyez les montagnes lunaires, les monts Apennins, tout ça, bah, c'est véritablement les bords des cratères, hein. Donc, évidemment, de temps en temps, il y a des gros bassins d'impact qui sont remplis par de la lave. On a l'impression que les montagnes sont isolées, mais en fait, ce que vous voyez, c'est véritablement les remparts de la Lune. Il n'y a pas de tectonique, il y a pas tout ça, hein. Donc, on peut voir des failles, hein. Il y a des failles, mais c'est pas de la tectonique des plaques. Il y a de la tectonique locale qui peut former des petits reliefs, mais la majorité des gros reliefs sur la Lune sont les rebords des cratères. Bon, bah merci pour tous vos remerciements, c'est gentil. Et bah écoutez, je crois qu'on arrive à bout. Parfait. En tout cas, bah, merci à tous. Je vois que vous êtes encore nombreux connectés, c'était super. Donc, moi, j'essaye de vous envoyer demain
le support de présentation plus la vidéo. Voilà, comme ça. N'hésitez pas, on croise tous les doigts pour la météo. J'espère que, voilà, de manière générale, hein, On the Moon Again est évidemment le moment où on essaye de tous se rassembler, mais n'hésitez pas cet été à sortir votre télescope. Et puis évidemment, hein, je ne peux pas m'empêcher quand même, hein, je vous rappelle qu'on l'a dit tout à l'heure, hein, mais On the Moon Again est organisé en France là, par la Société astronomique de France. On essaye au maximum, évidemment, de faire plein de belles choses à la SAF. Il y a des activités internes, mais aussi des activités comme celle-ci qui sont ouvertes à tous. L'activité à la SAF, hein, est évidemment due à toute l'activité de nos membres et à votre soutien. Donc, si vous souhaitez adhérer ou adhérer à notre magazine L'Astronomie, vous êtes les bienvenus, hein. Il n'y a évidemment pas d'obligation, mais vous savez très bien que comme toute association qui marche, eh bien, on le doit aussi aux membres qui soutiennent les activités. Donc, si on veut que de telles actions continuent, eh bien, on sera très content d'avoir votre soutien. Voilà. En tout cas, merci à tous. C'était un plaisir de vous avoir. Merci pour toutes vos questions. Et puis, voilà, on se tient au courant. Après On the Moon Again, je vous enverrai peut-être un petit questionnaire si vous voulez m'envoyer vos photos, etc. Je vous enverrai un formulaire. Et ça sera un plaisir de voir toutes vos photos, tous vos, vos souvenirs. N'hésitez pas, hein, je vous demande vraiment, communiquez sur vos réseaux sociaux, etc. au maximum, faites le plus de bruit. Là, évidemment, je suis en train d'envoyer le communiqué de presse. J'espère que la presse le reprendra, mais vous savez qu'entre le PSG, le Gaza, l'Ukraine, etc., pour faire parler de l'astronomie dans les médias, c'est pas si simple, donc on va essayer. Mais en tout cas, voilà, on compte sur vous. N'hésitez pas à communiquer à votre presse, aux presses locales, etc. Et voilà, et puis qu'on fasse un bel événement de The Moon Again tous ensemble. Voilà. Et bah bonne soirée à tous. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci à tous. Merci Merci. Au beaucoup. revoir. Allez, à Merci. bientôt. Bonne Au soirée. revoir. Ouais, Merci. croisons les doigts. Ciao, ciao.